Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour cette conférence sur le futur du retail. Justement ce matin on va essayer d'analyser ensemble quelles sont les évolutions sur ce marché, quels sont les nouveaux outils, les nouvelles tendances. On a la chance ici d'organiser cette conférence avec Google justement pour parler de toutes ces évolutions. Et alors en speaker numéro 1, on aura Hugo Colusso, qui est digital consultant chez Google. On a aussi le plaisir d'avoir Valentin Kellard de chez Advisors qui prendra la parole en tant que speaker numéro 2. Et on aura aussi la chance d'avoir les équipes de chez Courir, notamment nous et Amélie Maréchal, qui sont qui est directrice digitale et e-commerce de chez Courir et qui pourra justement nous présenter un cas client précis de justement quels sont ses objectifs sur le digital, quels outils elle a testé pour le développement de la marque Courir, que ce soit sur la partie génération de trafic et vente en ligne, mais également sur la génération de trafic en point de vente. Donc je laisse la parole à notre ami Hugo, et merci à toutes et à tous d'être venus ce matin aussi nombreux. Bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo Colusso, je suis consultant en stratégie digitale chez Google et j'accompagne l'agence Advisors, donc Jérémy et toute son équipe sur le développement des stratégies marketing de leurs clients clés, dont Courir bien évidemment et l'ensemble des retailers que Advisors gère sur le levier d'acquisition Google. Voilà. Alors aujourd'hui on a une présentation en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir comment le retail s'est transformé sur les dernières décennies et les implications technologiques que ça peut avoir pour vous en tant qu'entreprise. Dans un second temps, on va voir comment le parcours du client il a évolué et comment l'innovation et l'intelligence artificielle va nous aider à apporter une solution à ce défi. Et enfin, Valentin va nous parler en point 3 de l'ensemble des solutions omnicanal qui sont présentes chez Google, notamment tout ce qui est visite en magasin, etc. Alors, la révolution du retail, elle a commencé il y a bien longtemps. On a eu les premiers grands magasins qui sont arrivés dans les années 1800. On a eu le premier casino supermarché qui est arrivé en 1948. Qui permettait de faire du libre service. Le client vient dans le magasin, se sert et repart sans qu'on ait besoin de lui livrer le produit. On a ensuite eu les hypermarchés qui sont arrivés et qui ont inondé le marché avec des gros volumes, des coûts d'acquisition de produits de plus en plus faibles et donc vraiment on va générer du volume. Et en fait, on avance et on avance et on arrive en l'an 2000 vers le e-commerce qui bouleverse totalement les habitudes de consommation de nos clients. Le client, il est connecté, il est sur mobile, il est sur ordinateur, il est en fait sur tous ces leviers digitaux qui existent aujourd'hui. Et les défis d'ici à 2020 seront de répondre à ces changements du digital. On a quelques innovations qui arrivent sur le marché, la livraison par drone, la Poste qui s'y met et qui passe devant Amazon avec des tests de livraison dans le Var. On a Decathlon qui s'immisce dans la réalité virtuelle pour mettre en vente toutes ces tentes Quechua et utiliser un espace qu'il n'a pas dans son magasin pour immerser le client et développer une expérience client qui lui est propre. Toutes ces innovations, d'ici à 2021, elles vont avoir un impact pour les entreprises qui se positionnent sur le sujet. En moyenne, on va avoir 30% de chiffre d'affaires en plus pour les entreprises qui se positionnent sur la réalité virtuelle et sur tout ce qui est assistance vocale, donc l'utilisation de la voix. C'est quelque chose qu'on va aborder dans un petit instant. Autre évolution sur le retail, c'est la saisonnalité. On a les soldes qui existent depuis des années, mais on a également le Black Friday qui arrive des États-Unis et qui chamboule encore une fois nos habitudes de consommation. Si on regarde sur les 4 dernières années, les requêtes liées à Black Friday ont été multipliées par 53, alors que toutes les requêtes liées au solde ont été divisées par 10. On a un shift et au final la saisonnalité du retailer elle va se tasser par beaucoup plus de pics promotionnels qui arrivent dans l'année.
le Black Friday. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il reste quand même une dernière ligne droite jusqu'à Noël. On a 89% des Français qui se disent préparer les ventes de Noël lors du Black Friday, mais on a encore un quart des Français qui n'auront pas finalisé leurs achats de Noël encore 4 jours avant le 24 décembre. Donc rien n'est perdu, continuez à maintenir vos efforts sur le digital pour réaliser vos ventes de Noël. Les modes d'achat en magasin évoluent également, ce qui est assez surprenant comme tendance qu'on observe entre l'année 2010 et l'année 2015, c'est que le nombre de visites dans les magasins diminue. Il a été divisé par presque 3 entre l'année 2010 et l'année 2015, alors que pendant cette même période, les achats, les volumes d'achats ont été augmentés dans les ventes physiques. Ce qui explique cette tendance, c'est un utilisateur qui se renseigne en ligne avant d'effectuer un achat en magasin, et lorsqu'il se rend dans le magasin, eh bien, il sait exactement pourquoi il s'y rend et ce qu'il va acheter. Mine de rien, on parle beaucoup du digital, mais en France, on a encore 90% des achats qui vont être réalisés en magasin. Et on commence à avoir un challenge pour les entreprises qui est de dire comment j'optimise mes ventes, comment je vais chercher des nouveaux clients, comment je cherche de la rentabilité entre mes points de vente et mes leviers digitaux, parce que je vends également en ligne. On arrive tout doucement dans la notion de omnicanalité. 64% des achats sont influencés par le digital en France. Et si on regarde précisément par secteur, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a ici l'alimentaire, après la santé, la mode, le bricolage, le mobilier et l'électroménager. Si on regarde le secteur de l'alimentaire, on a encore les 3 quarts des achats qui sont réalisés en magasin. C'est un parcours assez monocanal. Très peu d'achats en ligne et 20% d'achats qui lient à la fois le digital et le magasin. Et à l'inverse, on a des secteurs comme la mode, le bricolage, l'immobilier et l'électroménager, où là, on a une proportion de multicanalité utilisée par les acheteurs qui est énorme, parce que en fait, on va se renseigner en ligne, on va comparer les produits sur le concurrent A, B, C avant de réaliser un achat, et on va se rendre en magasin pour tester le produit, soit l'acheter directement, ou soit revenir chez soi et l'acheter sur son ordinateur. Sur une étude qui a été menée sur plus de 200 entreprises en France, on a vu que de tous les utilisateurs de smartphones d'aujourd'hui, 82% de ces utilisateurs de smartphones vont consulter leur appareil mobile avant de se rendre dans un magasin. Que ce soit un magasin qui vend des baskets, que ce soit un supermarché, on va regarder sur son téléphone mobile où se situe le magasin, est-ce qu'on a encore du stock qui est disponible. Et bref, vous l'aurez compris, le mobile est un ustensile qu'on utilise au quotidien. On le sort plus de 150 fois par jour pour l'utiliser. Et donc, les marques qui se positionnent dessus eh bien, auront un avantage, ou ont déjà un avantage, parce que c'est déjà d'actualité aujourd'hui. 60% vérifient donc la disponibilité des produits. Et le dernier chiffre, il est assez intéressant et rassurant, c'est que les entreprises qu'on a interrogées, on a déjà les 3 quarts qui font de l'expérience client, la fluidité de l'expérience client une priorité pour elles. Ils ont compris que l'utilisateur il va avoir un parcours d'achat complexe, la marque va être un point d'interaction ultra fréquent, et donc c'est à elle de fluidifier cette information pour son client. On parle de mobile, et du coup on ne peut pas parler de mobile sans parler de rapidité et de vitesse. On s'est beaucoup concentré sur l'expérience utilisateur, les aspects visuels de notre site, il faut qu'il soit responsive, c'est hyper important, mais par contre, rien n'est plus important que la vitesse de chargement de notre site mobile. Si le site que vous utilisez pour votre communication mobile met plus de 3 secondes à charger, on va perdre près de 50% des utilisateurs, parce que l'utilisateur mobile, il est pressé, il est exigeant, il est curieux, et du coup, si le site met trop de temps à charger, il va simplement revenir en arrière et aller sur un site qui va, lui, être rapide et répondre à ses exigences de mobinote. On a donc vu un monde du retail qui se chamboule, qui évolue, et maintenant on va voir comment on peut apporter des solutions à ce challenge de l'omnicanal. Comment vous, entreprise, vous pouvez répondre à un parcours client totalement personnalisé à celui qui est le vôtre pour votre business model.
et comment l'innovation, l'intelligence artificielle, la data, va vous être essentielle pour relever ce défi dans les 10 prochaines années. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite acheter une paire de baskets. Avant qu'elle réalise son achat, elle va commencer à se renseigner sur quelles sont les baskets les plus tendances du marché, quelles sont les meilleures baskets en termes de rapport qualité-prix, quels sont les avis des internautes. On va peut-être regarder des vidéos sur encore une fois cette thématique. Et donc, d'un point de vue client, on va avoir un parcours qui est totalement complexifié, qui va durer dans le temps et durer en interaction. Et du côté de l'entreprise, c'est autant d'opportunités, excusez-moi, pour délivrer un message à cet utilisateur à toutes les étapes de son parcours d'achat. Que ce soit avant même que l'utilisateur pense à ma marque, comment je vais pouvoir l'influencer à ce qu'il pense à ma marque lorsqu'il sera prêt à réaliser l'achat en magasin ou en ligne. C'est cette complexité des parcours d'achat, elle a créé énormément de données, en fait, parce qu'on n'est plus sur... On n'a jamais été d'ailleurs sur une visite sur un site, une vente. On est sur plusieurs visites, plusieurs ventes, une fragmentation de la donnée, et donc ça nous permet à la fois de générer des insights sur quelles sont les intentions de vente de nos utilisateurs. Et on n'a jamais eu autant de données et autant de puissance de calcul qu'aujourd'hui. Du coup, notre CEO, Sundar Pichai, qui est arrivé à la tête de Google il y a 2-3 ans, quand il est arrivé, il a clairement positionné l'intelligence artificielle comme étant la priorité numéro 1 de notre entreprise. C'est dans ce sens que vont l'ensemble de nos investissements. On a des investissements dans tout ce qui est voiture autonome, Waymo, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou tout ce qui est le domaine de la santé. On arrive aujourd'hui en une fraction de seconde à analyser des cellules cancéreuses via un microscope, quand auparavant il fallait consulter différents experts sur le sujet. Tout ça, c'est nourri par la data qu'on a aujourd'hui. Et en termes de plateformes qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, 100% de nos plateformes aujourd'hui sont fuelées par l'intelligence artificielle. Que ce soit le search, pour que lorsqu'on fasse une recherche, on arrive à délivrer le meilleur résultat qui soit le plus pertinent et qui réponde à l'intention d'achat, l'intention exprimée par l'utilisateur. Que ce soit sur Gmail, vous avez peut-être vu, mais maintenant on a des emails automatiques qui s'écrivent et qui finissent nos phrases. Que ce soit sur YouTube pour recommander du contenu vidéo qui est totalement pertinent à ce qu'on recherche. Vous l'aurez compris, cette intelligence artificielle, elle est présente et aujourd'hui, on la met à disposition pour vous, retailer, pour vous, entreprise, afin de répondre à ce parcours d'achat qui est complexe. Le premier réflexe quand on parle de solutions marketing chez Google, c'est le réseau de recherche. Aujourd'hui, on a 2/3 des Français qui vont utiliser un moteur de recherche avant d'effectuer un achat. C'est donc essentiel pour vous de vous positionner sur ce format qui traduit l'intention, le désir de manière le plus pure, le plus légitime qui existe. On effectue une recherche et donc on va capter cette intention avec une réponse qui est textuelle, vous les connaissez, les réponses du réseau de recherche, ou une annonce shopping qui, elle, va mettre en avant un produit avec un prix et va engendrer un clic assez héroïste parce que l'utilisateur qui a exprimé son intérêt pour acheter une basket et qui va voir une sneaker avec un prix intéressant va cliquer dessus dans l'intention probable de l'acheter. Le problème, c'est que ce search il se complexifie également. Tous les jours, sur notre moteur de recherche, on a 15% de requêtes qu'on n'avait jamais vues avant. Tous les jours, on a 15% de requêtes qui sont nouvelles. Et donc, pour Advisors qui doit gérer ces campagnes marketing pour leurs clients, c'est un challenge. C'est un challenge parce que en fait, nos entreprises veulent se positionner sur de l'intention d'achat, mais cette intention est nouvelle, elle est constamment en train d'évoluer et elle devient même vocale. C'est-à-dire que on s'attend à ce que d'ici 1 an et demi à peu près aux États-Unis, on ait une requête sur 2 effectuée sur Google qui soit faite par la voix. Les consommateurs changent et du coup les entreprises doivent s'adapter à ce changement. On est déjà à 20%, l'année dernière on était déjà à 20% de l'ensemble des recherches effectuées aux États-Unis qui étaient vocales, on va être à 50% d'ici un an.
Et si on regarde, si on compare deux types de recherches aujourd'hui, une faite par un clavier, acheter sneakers à Paris, on a trois mots, versus une requête vocale qu'on va effectuer avec la voix, on va dire quelle est la meilleure basket que je peux acheter aujourd'hui. Boum, on a 15-20 mots pour cette même requête, et donc c'est une opportunité pour vous, Marc, afin de vous positionner sur ces thématiques-là. Et on se rend compte aussi d'un truc intéressant. Moi, il y a une expérience qui m'a fait rigoler. C'est que j'étais avec mon petit neveu et lui, il utilisait YouTube comme il ne savait pas écrire, il utilisait le vocal pour justement chercher des vidéos, chercher des informations. Donc aujourd'hui, les générations plus jeunes, on se pose la question, c'est est-ce que demain ils sauront écrire? On espère qu'ils sauront parler. Et le vocal sera un outil intéressant justement pour nous marquer d'eux, pour essayer d'aller les cibler plus intelligemment. Exactement. Pour répondre à cette complexité, eh bien, on a des solutions totalement automatisées qui existent, qui sont des stratégies d'enchères. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les campagnes qui tournent sur Google Ads, mais en fait, si on prend derrière une requête, on parlait d'acheter une basket Nike à Paris, par exemple, c'est une requête que 50 personnes peuvent effectuer avec les mêmes mots. Cependant, derrière cette requête, on va avoir une multitude de signaux à prendre en considération pour savoir si derrière cette requête, on a une réelle intention d'achat ou pas. On va regarder déjà le device, l'appareil sur lequel la recherche est effectuée. On va regarder l'audience dans laquelle fait partie cette requête. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été visiteur de mon site internet? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des traits similaires à tous les acheteurs de mon site? Ou est-ce que c'est déjà quelqu'un qui est un client de mon entreprise? Le genre, l'âge, le jour de la semaine. Ici, on a juste un exemple avec 5 catégories de segments qu'on utilise pour réaliser des enchères. On en est à 1176 possibilités d'optimisation pour se dire je vais mettre une enchère personnalisée à chacun de ces signaux-là. On aide beaucoup les entreprises à y répondre de manière beaucoup plus pertinente avec des solutions automatisées qui ne prennent pas 1176 signaux en temps réel, mais 70 millions de signaux en temps réel, et ce, au niveau de chaque requête, pour que lorsqu'on définisse une enchère qui va refléter la volonté d'une entreprise de se positionner et générer une vente sur notre site, elle soit pertinente. Et donc on va vers de l'automatisation complète de nos stratégies d'acquisition sur les leviers. Et Advisors est d'ailleurs une entreprise une agence qui utilise ça fortement parce que on est consciente que ça carbure et que ça performe super bien sur les comptes. On a vu du coup comment influencer une partie du parcours d'achat quand une personne exprime un intérêt. C'est la manière la plus rentable parce qu'on va capter cet intérêt directement et lui apporter une réponse. Cependant, on l'a vu, il est complexe, on va passer par des étapes de réflexion, de comparaison, et au final, lorsque l'utilisateur utilise son device mobile ou ordinateur tout au long de la journée, que ce soit pour consulter ses mails, mettre son réveil, consulter les news, regarder une vidéo sur YouTube, on a une multitude de signaux qui sont captés pour identifier cette intention d'achat, et pour vous, c'est une multitude d'opportunités pour communiquer et influencer ce parcours d'achat vers la vente. C'est possible grâce à nos 7 plateformes qui aujourd'hui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Le Search, YouTube, Gmail, Chrome, Android, vous les connaissez. Toutes ces plateformes-là vous permettent de cibler 95% de tous les internautes qui existent aujourd'hui avec un message qui est pertinent. Le but, c'est pas bien sûr de matraquer le web avec votre marque, mais vraiment d'adresser un message à une personne qui est dans cette intention d'achat. La manière la plus pertinente aujourd'hui, quand on sort un peu du search et qu'on va dans des stratégies un peu plus avancées, dites full funnel, c'est de faire du remarketing dynamique. Si on est un retailer et qu'on a un flux de produits de l'ensemble de nos chaussures, par exemple, je vais utiliser l'exemple de la chaussure assez régulièrement parce qu'on va terminer avec le cas de courir. Un internaute vient sur notre site, il consulte notre produit parce qu'il a eu un intérêt, une intention pour ce produit-là, on va lui rediffuser automatiquement notre produit qu'il a visualisé et qu'il a consulté pour l'inciter à prendre action et l'inciter à clore la vente. Ici, je pense que c'est un format que tout le monde connaît plus ou moins, et c'est quelque chose qui apporte de la rentabilité.
C'est le cas de Les Georgettes, c'est un des clients de l'agence Advisors qui a multiplié par 3,5 ses ventes grâce à ce format qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on va remontrer bien un produit qui a été consulté plutôt qu'une bannière visuelle générique de la marque. Si on va un peu plus loin et qu'on met de l'intelligence artificielle dans tout ça, on va avoir ce qu'on appelle les formats Smart Shopping. Le Smart Shopping, c'est une combinaison de nos formats shopping qui permet de diffuser une annonce comme on le voit ici avec une photo, un prix et donc tout ce qui est présent dans votre flux de produits, et de combiner dans cette campagne également ce qu'on appelle le remarketing dynamique qu'on a vu juste avant au sein de la même campagne. L'objectif, c'est de rassembler un maximum de données au sein de la même campagne. On donne un objectif à cette campagne qui est de dire maximise le nombre de ventes ou maximise mon ROI. Je te donne 1 euro et tu m'apportes 5 euros de chiffre d'affaires. Et c'est totalement automatisé et on a du coup une partie de ce parcours d'achat qui est intégralement intégré dans cette campagne. Et si c'est un format qui est assez récent, ça fait quelques mois qu'il a été sorti sur le marché. On observe des excellentes performances, on est à plus de 20% en moyenne des volumes de ventes générés via ces campagnes par rapport à des campagnes traditionnelles. Et si on prend l'exemple de AgriZone, qui est un client de cette agence également, on a augmenté de 40% le ROAS. Donc le ROAS, c'est le retour sur investissement brut de l'investissement marketing Google. Donc pour 1 euro investi, j'ai X euros de chiffre d'affaires. On l'a amélioré de 40% grâce à cette campagne Smart Shopping. Ils augmentent tous les clients à Alors, c'est incroyable. C'est un très bon point que tu fais. Pour Black Friday, j'ai mené l'analyse sur l'ensemble des campagnes Smart Shopping réalisées, qui sont en place aujourd'hui chez Advisors. Et tous les indicateurs sont dans le vert. On a multiplié, l'augmentation du chiffre d'affaires global, il est à 160% de chiffre d'affaires et plus 50% du ROI sur le week-end du Black Friday sur ce format-là versus la semaine d'avant. Donc ça montre que l'intelligence artificielle, elle a fonctionné, elle a su prendre le pas de l'immédiateté et de la saisonnalité très forte qui s'est passée pendant le Black Friday. C'est quelque chose qu'on a souvent et qu'on nous reproche, qu'on nous reprochait à l'époque, de dire vos systèmes automatisés sont très bien, mais ils ne vont pas être capables d'anticiper un pic saisonnier. Et bien aujourd'hui, si, on en est tout à fait capable, et la preuve avec l'ensemble des campagnes gérées ici. Alors, on a vu comment capter l'intention avec quelqu'un qui va rechercher nos produits. On a vu également comment finir la vente une fois que cet utilisateur est venu sur notre site internet, a montré un intérêt pour nos solutions, il n'a peut-être pas converti, et donc on va lui diffuser une annonce de remarketing dynamique. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est, avant même qu'il vienne sur notre site, comment je vais faire de la prospection. Comment je vais acquérir des nouveaux clients qui sont intéressés par mes solutions, par mes produits, par mes services, mais qui ne me connaissent pas encore et qui ne sont encore jamais venus sur mon site internet. C'est tout à fait possible avec ce qu'on appelle la prospection dynamique. On va identifier des signaux qui nous permettent de capter l'intention d'achat et de diffuser en temps réel une annonce qui est totalement personnalisée à ce que la personne souhaite acheter en ce moment pour l'inciter à rentrer dans ce parcours d'achat avec notre marque. Si on prend l'exemple d'un utilisateur qui va s'enregistrer pour courir un marathon, elle va avoir besoin de chaussures. Donc elle va consulter, déjà elle va s'inscrire sur un site sur une thématique marathon, elle va commencer à consulter des équipementiers, voir quelles sont les meilleures chaussures ou les meilleurs équipements pour courir un marathon, consulter des vidéos, regarder son mobile pour effectuer des recherches, bref, toute cette phase de renseignement et de prise d'information va nous permettre d'identifier non pas une simple passion pour la course à pied, mais réellement une intention d'achat à l'instant T. Et ce qui va permettre d'utiliser ces signaux pour encore une fois diffuser une bannière qui est totalement pertinente à ce que la personne recherche. Et donc vous, retailer, vous avez ici un éventail de solutions qui vous permettent de faire de la prospection, acquérir de la clientèle avec ce qu'on appelle le Smart Display. Donc, tous nos formats sont Smart maintenant. En gros, comment ça fonctionne? On donne à l'algorithme de la nourriture, en gros, pour qu'il puisse faire des tests. On va lui donner un flux de produits, l'ensemble de notre inventaire, des bannières, des images, du texte, des descriptions, un discours assez commercial. Et en temps réel, eh bien, la campagne va
combiner ces éléments pour créer une annonce qui est totalement pertinente pour l'utilisateur en fonction de son avancée dans le parcours d'achat. Et on va encore une fois lui donner un objectif qui est de générer le maximum de ventes pour un coût par vente identifié. On l'a lancé avec plusieurs clients et notamment Certideal qui vend des téléphones reconditionnés. Par rapport à du display classique, donc du display c'est tout ce qui est format avec une bannière et une image assez traditionnelle, le format Smart a permis de diminuer de 22% leur coût par acquisition, donc c'est une amélioration de 22% de leur rentabilité. En fait, ils arrivent à faire plus de volume de vente avec un coût par vente qui est plus faible qu'auparavant. C'est possible grâce en fait, à l'utilisation de la data en temps réel, et donc aujourd'hui, si je peux même aller plus loin, vous avez sûrement déjà entendu parler de la vidéo qui arrive massivement sur le marché. On s'attend à ce qu'en 2020, 80% de tout le trafic internet va passer par de la vidéo. 2020 c'est demain. La vidéo c'est du coup un format également que vous pouvez utiliser pour faire de l'acquisition de clients, pour travailler votre notoriété de marque et diffuser un message pertinent à des personnes qui sont intéressées par vos solutions. C'est à peu près tout sur comment l'intelligence artificielle peut vous aider aujourd'hui à influencer le parcours d'achat. Et maintenant, je vais laisser Valentin, qui est ici, rentrer en détail sur les solutions omnicanal. Merci. Alors, bonjour à tous, merci Hugo pour cette présentation assez claire. Ce qu'on a vu avec Hugo, c'est les choses qu'on va pouvoir activer de façon assez concrète sur le compte Google Ads pour générer des conversions qui vont être des conversions en ligne. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on va utiliser le digital pour amener des personnes dans votre boutique, pour concrètement mesurer si ces personnes arrivent bien dans la vôtre et pas celle du voisin, et qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser pour aller un petit peu plus loin. On va le faire en 3 étapes. Première étape, l'étape d'activation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, dans un compte Google Ads pour pousser les internautes, ou en tout cas leur donner la possibilité d'aller dans votre boutique. Deuxième étape, une phase un petit peu d'optimisation. Une phase d'optimisation qui va passer par de la mesure, comment on va mesurer les personnes qui se rendent en boutique, et comment on va utiliser cette donnée pour optimiser nos campagnes, pour aller chercher plus de personnes qui vont se rendre dans cette boutique. Et enfin, l'étape de rentabilité, ce qui vous intéresse tous, forcément. Et du coup, comment on va mettre en place une stratégie qui va être une stratégie omnicanal pour ramener aussi bien des personnes dans votre boutique et sur votre site web. Alors comme l'a dit Hugo, on a quand même un nombre important de conversions, d'achats qui se font toujours en boutique. On est à 90%. Et pourtant, la plupart de ces achats sont influencés par le digital, il me semble 64%. Du coup, ça n'a plus vraiment de sens de penser uniquement sur le canal digital ou de penser sur le canal store. L'idée, c'est que votre internaute, il est unique, et votre client, il est unique, et du coup, on va essayer de le toucher aux différents moments de son parcours d'achat pour l'influencer, soit d'aller en boutique, soit d'aller sur le site web. Alors, première idée, en termes d'activation, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Premier point assez simple, c'est les extensions de lieux. Alors vous les connaissez peut-être, ça se matérialise comme ceci. On donne la possibilité aux internautes d'aller dans une boutique, d'aller dans la boutique la plus proche. Comment on va mettre ça en place? On va paramétrer un compte qui s'appelle un compte Google My Business, qui permet de recenser la totalité de vos boutiques et de donner les informations importantes aux internautes, comme les horaires d'ouverture, un numéro de téléphone, une adresse bien évidemment. Et ces extensions, on va pouvoir les activer sur le search. Je suppose que tout le monde a vu ce type d'extension. Et on va pouvoir également les activer sur du YouTube et sur du display. C'est un petit peu plus méconnu, mais ça marche très très bien dans une logique de Web to Store, en donnant tout simplement la possibilité à l'internaute d'aller se rendre en boutique. Alors vous allez me dire, c'est hyper intéressant, effectivement, si on a beaucoup de magasins, on donne une possibilité supplémentaire aux internautes, mais si j'ai pas de magasin en propre, si j'ai uniquement une marque qui est vendue dans différents magasins, comment je fais? Alors on a une solution pour ça également, c'est les extensions de lieux affiliés.
Cette fois, on ne va pas pousser l'internaute à aller dans votre boutique, mais on va pousser l'internaute à aller dans la boutique la plus proche qui vend votre produit. Il y a certains partenaires comme par exemple Boulanger ou Darté, vous voyez les exemples ici. Et en gros, l'idée c'est de se dire, de respecter ce constat qui est que chaque client n'a pas forcément pour vocation d'acheter en ligne. Il faut comprendre cette idée et lui donner une autre opportunité. Certains produits, pour certains clients, ils ont besoin de les voir, ils ont besoin de les essayer. Et du coup, ne pas donner cette possibilité, ça vous coûte forcément des ventes. Je vous invite, si vous êtes une marque qui utilise des magasins revendeurs, à activer ce type d'extension. Donc ça, ce sont des faits assez concrets, des choses concrètes qu'on va pouvoir mettre en place sur un compte Google Ads qui a un impact assez fort. Mais pour aller encore un petit peu plus loin, il va falloir se dire comment on va pouvoir mesurer toutes les personnes qui se rendent en boutique. C'est assez intéressant d'avoir des extensions de lieux qui poussent les internautes à aller en boutique, mais comment on va pouvoir mesurer, comment on va pouvoir optimiser tout ça. Alors premier point, la mesure du trafic en boutique. Avant les solutions de Google, on essayait de donner des estimations plus ou moins grossières sur les personnes qui vont se rendre en boutique. Actuellement, on a une solution qui apparaît dans le compte Google Ads qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors du coup, quelle est la procédure pour que Google mesure efficacement les personnes qui, après avoir cliqué sur votre annonce, vont se rendre en boutique? Déjà, premier élément, les seuls internautes que Google va pouvoir traquer, c'est les internautes qui sont logués sur leur compte Google et qui ont leur navigation d'activer. À partir de ce moment-là, quand ces personnes-là cliquent sur votre annonce, on va essayer de regarder s'ils se rendent bel et bien dans votre boutique. Deux éléments pour le savoir. Premier élément, en termes de cartographie. Google a cartographié, je dirais pas la planète entière, mais presque. En tout cas, la France entière, c'est certain. Et du coup, grâce à cette cartographie, que si vous êtes utilisateur de Google Maps, vous pouvez vérifier assez facilement, on s'aperçoit où se situe votre magasin. Et d'ailleurs, même dans un centre commercial, sur plusieurs étages, on a une localisation qui est hyper précise, vraiment au mètre près. Et du coup, c'est une des solutions les plus avancées sur le marché. Donc on a cette donnée, on sait où se situe la boutique. Maintenant, il va falloir savoir où se situe l'internaute par rapport à cette boutique. Google va utiliser un outil merveilleux parce que de toute façon, à l'heure actuelle, on se sépare jamais de son téléphone portable. C'est notre meilleur ami. Du coup, ils vont utiliser ces données de géolocalisation pour savoir si on se situe bien dans cette boutique. Les données de géolocalisation vont être des données basées sur les éléments GPS que vous retrouvez notamment sur Google Maps ou sur Navigation, si vous les utilisez, qui sont des données assez précises qui vont combiner à des données de connexion au Wi-Fi de la boutique. Donc pour être certain que l'internaute se situe réellement dans votre boutique, ils vont pouvoir les combiner pour avoir une mesure la plus fiable possible. À partir du moment où Google a suffisamment de données sur les personnes qui ont cliqué sur l'annonce et qui se sont rendues en magasin, il va y avoir encore une troisième validation, qui va être une validation basée sur un questionnaire, qui va interroger les internautes et leur demander est-ce que vous êtes bien rendu dans la boutique Google, par exemple. Après cette validation, et après un nombre de visites suffisant pour avoir une vérité statistique, Google va extrapoler les données des utilisateurs qui sont logués et qui ont leur navigation d'active à la totalité des internautes qui ont cliqué sur votre annonce. Et grâce à ça, on va avoir des données de visite en magasin qui vont pouvoir s'associer à vos campagnes Google Ads. Alors c'est une donnée assez révolutionnaire, ça fait à peu près 1 an qu'on utilise cette donnée, 1 an et demi, et ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'utilité réelle des campagnes Google Ads. Avant, on avait uniquement cette donnée, combien de clics on a eu, combien d'impressions on a eu, combien de conversions on a généré sur notre site web. Grâce à cette donnée, on va avoir un incrément de visites en magasin. Et ça, c'est une donnée capitale pour pouvoir vraiment analyser la performance réelle d'une campagne Google
Alors cette donnée, elle est également disponible depuis très peu. D'ailleurs, c'est encore en phase de bêta sur Google Analytics. Dorénavant, pour les annonceurs sélectionnés dans cette bêta, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir cette donnée de Store Visit directement dans Google Analytics, peu importe le canal d'acquisition que vous utilisez. La procédure est un petit peu différente, mais elle est assez similaire à celle de Google Ads, qui va utiliser notamment l'historique de navigation, l'activité sur le site web et forcément, encore une fois, le lieu des boutiques qu'on retrouvera sur Google My Business. Donc, du coup, on a cette donnée de Store Visit qui est hyper intéressante, qu'on va avoir au niveau du compte Google Ads et qu'on va pouvoir activer sur les différentes campagnes. À partir de cette donnée, il va falloir agir. Toute logique, c'est ce qu'on fait depuis des années chez Advisors, c'est se baser sur les notions de conversion, notre taux de conversion, tous les éléments qu'on a au niveau de la campagne pour prendre des décisions et pour savoir s'il faut investir plus, investir moins, enchérir plus, enchérir moins. Alors cette donnée de Store Visit, il va forcément falloir l'utiliser. Ici on a une étude réalisée par Google, qui semble assez logique d'ailleurs. C'est qu'un internaute qui se situe à moins de 8 km d'une boutique a 1,7 fois plus de chances de se rendre dans cette boutique. Alors ça paraît logique, vous allez me dire. Pour autant, on voit jamais des annonceurs qui prennent en compte cette donnée pour ajuster leurs enchères. C'est très rare qu'on voit ce type de stratégie. Alors nous, on a fait ce type de stratégie sur un de nos clients qui s'appelle Pandora, qui vend des bijoux. Et en fait, on a analysé deux choses. On a analysé le taux de conversion des internautes en fonction de leur distance par rapport à un magasin. Et on s'est aperçu de façon assez claire que les internautes qui sont à moins de 800 mètres d'une boutique convertissaient beaucoup moins bien que les personnes qui se situaient à plus de 800 mètres. Alors du coup, en tant que marketeur, pour optimiser la campagne AdWords, on aurait dû se dire, ok, donc les internautes qui sont à moins de 800 mètres convertissent beaucoup moins bien, je vais moins enchérir sur ces personnes-là parce qu'elles ont moins de valeur pour nous. De réagir comme ça, c'était méconnaître totalement cette idée d'omnicanal. Pourquoi? Parce que si on combinait cette donnée de conversion sur le site web à des données de conversion en boutique, on s'apercevait qu'en fait une personne qui se situait à moins de 800 mètres d'une boutique avait beaucoup plus de chances de se rendre en boutique et du coup avoir beaucoup plus de valeur pour la marque. On a calculé un petit peu la différence de valeur entre une personne qui est à moins de 800 mètres et une personne à plus de 800 mètres et on s'est aperçu qu'une personne à moins de 800 mètres avait 40% de chances de plus de convertir, que ce soit en boutique ou sur le site web par rapport à une personne qui se situe à plus de 800 mètres. Donc là, on voit concrètement qu'on peut prendre des décisions assez claires grâce à ces données de Store Visit, là où dans le passé on se serait totalement planté, on aurait sous-investi sur un profil de client qui est pourtant qui a énormément de valeur pour nous. Grâce à ces données, on va pouvoir ajuster de façon différente. Ici, on voit un petit exemple, c'est-à-dire que voilà, dans un rayon d'1 km, on va augmenter nos enchères par exemple de 50% en fonction des performances qu'on a évidemment. De 1 à 5 km plus 20% et de 5 à 8 plus 10%. Donc ça, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va faire sur nos comptes Google Ads pour essayer de ramener plus de personnes en boutique, essayer de ramener plus de personnes qui ont de la valeur pour votre marque. Alors pour l'instant, toutes ces optimisations, tous ces ajustements, c'est des choses qu'on fait manuellement, qui sont un peu contraignantes. Et on l'a vu, et Hugo l'a très bien relevé, nous on aime bien s'appuyer sur des outils automatisés, sur des algorithmes pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Pour l'instant, c'est pas possible sur ces données Store Visit, mais Google travaille sur des solutions qui vont permettre d'utiliser ces données, ces éléments de Store Visit pour pouvoir faire des ajustements d'enchères automatisés grâce au machine learning. Et d'ailleurs, il semble qu'il y a des bêtas qui sont dans ce sens actuellement et qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin sur les comptes Google Ads des annonceurs multicanaux. Un autre point, on voulait vous faire une autre annonce. Google a lancé il y a quelques semaines un nouveau type de campagne qui est assez révolutionnaire.
s'appellent les campagnes local campaigns. Ces campagnes, c'est les premières campagnes chez Google qui vont être orientées uniquement vers du trafic en boutique. Là, on oublie totalement les résultats qu'on va avoir sur le site web. On va uniquement dédier ces campagnes à ramener des internautes dans les boutiques. On a eu la chance chez Advisors de le tester chez 2 annonceurs. Pour l'instant, on a peu de données puisque ça a été lancé il y a seulement quelques semaines. Mais le concept est hyper intéressant parce que Google va une nouvelle fois utiliser tous ces outils, tous ces algorithmes pour ramener les personnes qui sont le plus susceptibles d'aller se rendre dans vos boutiques en utilisant toutes les données qu'ils ont à leur disposition comme les historiques de navigation, les historiques en termes de GPS où ils ont l'habitude d'aller et combiner à la grandeur et la variété de l'inventaire Google. Donc on retrouve forcément le search, YouTube, display, mais là où c'est assez novateur, on va retrouver également Google Maps, qui est quand même un élément primordial dans la navigation des internautes. Et sur Google Maps, ça se matérialise de façon assez impressionnante. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ce type de campagne, mais ça va se matérialiser par un pins assez prédominant sur la map. Voilà, Google fait un effort dans ce sens, dans le sens du Web to Store, parce que évidemment, on a tous pris conscience qu'il y a certains internautes qui sont amenés à convertir en ligne, ont beaucoup de chances de convertir en ligne, et d'autres qui convertiront jamais, parce qu'ils ont envie de tester les produits, parce qu'ils ont envie de voir à quoi ressemblent leurs produits et qu'ils n'ont pas forcément envie d'acheter en ligne. Et pourtant, le digital va pouvoir les influencer pour les amener vers votre boutique. Alors du coup, il va falloir avoir un cheminement un petit peu différent, une réflexion un petit peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de se dire, ok, donc ça c'est le digital, ça c'est le store, on a notre budget digital, on a notre budget store, on a des campagnes qui vont nous amener des personnes en boutique, d'autres campagnes qui vont nous amener des internautes sur le site web. La réflexion, moi je vous invite à avoir une réflexion plutôt omnicanale. Et du coup, ne plus penser résultats en ligne, résultats en boutique, mais résultats omnicanal. Parce que de toute façon, les investissements que vous allez faire sur vos publicités Google Ads, ça va être des investissements qui vont forcément, si vous activez ce qu'on a évoqué précédemment, qui vont forcément influencer les deux canaux. Alors du coup, pour aller un petit peu plus loin sur cette réflexion, vous avez fait des petits calculs. Le premier, vous avez probablement l'habitude de ce type de calcul, qui est de mesurer un petit peu le profit qu'on va tirer d'une campagne Google Ads. Donc forcément, on va prendre la valeur de conversion totale, le chiffre d'affaires qui a été généré grâce aux campagnes Google Ads. On va multiplier par le taux de marge auquel on va soustraire les investissements. Assez logique. Vous avez probablement fait. On peut faire le même calcul évidemment sur le retour sur investissement. Du coup, vous avez votre profit de campagne Google Ads. Alors, le calcul que vous connaissez peut-être pas forcément, c'est de mesurer, en tout cas de donner une estimation de ce que rapportent vos campagnes sur le chiffre d'affaires qui va être généré en boutique. Du coup, on l'a vu, on a cette donnée qui est des données de visite en magasin, qui est une donnée hyper fiable et la plus fiable du marché, au niveau de chaque campagne Google Ads. Cette donnée, on va la combiner au taux d'achat en magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a l'habitude de prendre un taux d'achat en magasin qui va être un petit peu plus élevé que le taux d'achat que vous avez l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que les profils sont quand même beaucoup plus qualifiés. C'est-à-dire qu'ils ont fait une recherche préalablement en ligne, ils ont cliqué sur une annonce et ils se sont dirigés vers votre boutique. Donc forcément, il y a plus de chances de convertir. Donc cette donnée, grâce aux ventes et au taux d'achat en magasin, on va avoir une estimation des conversions en magasin, des achats en magasin. Alors on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de vous donner une estimation du chiffre d'affaires qui va être généré en magasin. Du coup, cette donnée, on va la multiplier par le panier moyen en boutique. Et à partir du moment où on a notre chiffre d'affaires, notre estimation de chiffre d'affaires en boutique, on va pouvoir faire exactement le même calcul en le multipliant par le profit auquel on va soustraire les investissements Google Ads. Donc ici, du coup, on a deux données primordiales pour vous qui sont votre profit sur les ventes en ligne et votre profit sur les ventes en magasin.
Forcément, pour avoir une vision omnicanal, pour avoir une compréhension globale de ce que vous rapportent vos campagnes Google Ads, on va les combiner pour avoir une donnée omnicanal, donc des profils omnicanal, où on va pouvoir également mesurer, si vous avez plus l'habitude de ces données, un retour sur investissement omnicanal qui va vous prouver l'utilité de vos différentes campagnes Google Ads. Et moi, je vous invite vraiment à prendre en compte cette donnée pour prendre des décisions stratégiques sur l'orientation de vos budgets. Ça suffit plus de prendre uniquement des décisions sur uniquement les ventes en ligne. On l'a vu, tout ce que vous allez faire sur le digital va fortement influencer ce qui va se passer en boutique. Donc forcément, c'est important de prendre en compte cette donnée dans vos investissements publicitaires. Je vais laisser la parole à Hugo du coup sur un point un peu plus technique de Google. Merci Valentin. On a vu ici comment mesurer un ROI omnicanal. Donc, pour tout euro investi dans mes campagnes digitales, combien vont-elles me rapporter en ligne, combien vont-elles me rapporter en magasin, et surtout, combien vont-elles me rapporter au global. Si on est le dirigeant ou le directeur marketing d'une entreprise, eh bien, on a besoin d'avoir cette vision globale. On peut aller un peu plus loin que cette dimension basée sur du store visit et un calcul de panier moyen, en important des données de conversion générées hors ligne, en magasin. C'est possible notamment avec des entreprises qui auraient par exemple des cartes de fidélité. Si on arrive à identifier au final que mes acheteurs ont réalisé un achat dans ma boutique, et on arrive à l'identifier avec une carte de fidélité par exemple, eh bien, il y a un matching qui peut être fait sur le back-end de Google qui permet d'identifier toute personne qui a cliqué sur une annonce et qui ensuite a été sollicitée avec sa carte de fidélité en magasin pour précisément calculer les ventes qui ont été générées par la suite. Donc si vous avez ces données liées à vos cartes de fidélité, je vous invite à regarder les ressources en ligne sur l'import de conversion hors ligne. Et si on veut aller même un peu plus loin sur tout ce qui est gestion de votre donnée, gestion de vos inventaires, amélioration de vos systèmes d'information, on a des équipes dédiées qui sortent un petit peu du marketing mais qui sont mine de rien très liées à vos investissements, qui sont les équipes Google Cloud, qui peuvent également vous aider à faire parler votre data et aller une étape plus loin vers l'intelligence artificielle propre à votre entreprise. C'est des notions qui sont assez pertinentes. Également, j'aimerais terminer avec ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value. Est-ce que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de cette notion de Customer Lifetime Value? Levez la main. Ouais, pas mal de monde en effet. La Customer Lifetime Value, en fait, c'est la valeur qu'un client va m'apporter sur toute sa vie de client. Donc si on a un client qui est fidèle et qui revient fréquemment, sur toute sa vie, il va revenir plusieurs fois. Et au final, ma réflexion marketing de me dire je dois acquérir un nouveau client, elle doit être non pas basée sur ses premiers achats qui vont être effectués, mais sur l'ensemble des achats qui vont être effectués sur sa vie de client. Si je vous fais un petit jeu et que je vous fais deviner, selon vous, 14 000 dollars, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous évoque? Si vous deviez deviner... Le prix du prochain iPhone? Le prix du prochain iPhone, c'est en fait, il s'agit de la Customer Lifetime Value qui a été calculée par Starbucks. Donc Starbucks, on connaît tous, ils vendent des cafés à 4 ou 5 dollars, si c'est possible. Ils ont mené plusieurs études et ils ont réalisé qu'un client fidèle, il va revenir 5 fois par semaine consommer un café à 4 dollars sur une durée de 20 ans. Et avec différentes méthodes de calcul, ils ont estimé du coup qu'un client fidèle va leur apporter sur toute leur vie 14 099 dollars. C'est mettre dans le café, hein. Donc, la réflexion qu'on peut avoir sur ces chiffres-là, c'est que Starbucks vend des cafés à 4 ou 5 dollars. Et quand ils réfléchissent aux États-Unis, quand ils se sont étendus à Manhattan, ils ont réfléchi non pas au coût d'acquisition pour la vente d'un café,
je vends un café à 5 $, du coup je vais essayer d'acquérir un client pour 4 € et comme ça j'aurai encore 1 € de marge, ou n'importe quoi. Ça c'est leur réel coût d'acquisition. Ils étaient prêts à investir 14 099 $ pour l'acquisition de clients fidèles et à investir et à surinvestir massivement dans l'acquisition de nouveaux cafés à tous les angles de rue et du coup à obtenir un monopole sur le marché. Et c'est un exemple un peu qui parle parce que c'est assez impressionnant, mais je vous invite vous également dans votre réflexion d'acquisition de clientèle à se dire quel est le prix réel que je suis prêt à payer pour acquérir un nouveau client, sachant qu'une fois qu'il va être client et que je vais arriver à le fidéliser et à maximiser sa valeur sur toute sa vie, il va peut-être m'apporter beaucoup plus que la transaction première qu'il va réaliser avec moi. Voilà, c'était un peu la dernière dimension et je vous invite à accueillir maintenant sur scène les équipes de courir avec Jérémy, Valentin, Amélie et c'est tout. Merci, j'espère que vous avez appris des choses. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble, en quelques minutes encore, le cas courir. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour courir. Et je vais laisser un petit peu Amélie nous présenter la marque et du coup son positionnement marketing aujourd'hui. Ça peut nous en dire un peu plus sur Courir, même si beaucoup de gens connaissent ici. Alors aujourd'hui, Courir, c'est le leader de la sneakers en France avec un positionnement femme. On a 250 magasins en France, on a ouvert une filiale en Espagne cette année qui compte 4 magasins. On a 230 000 followers sur Instagram et on a lancé notre nouveau site web sous Salesforce Commerce Cloud le 18 juin. Aujourd'hui, Courir représente au global 16% de part de marché sur le marché de la sneakers devant Foot Locker et JD Sport et 19% sur le marché femme. Super. Et du coup, alors c'était quoi tes objectifs pour l'activité en ligne? Quels sont les KPI que tu regardes aujourd'hui lorsque tu travailles sur des campagnes d'acquisition avec Advisor notamment? Alors aujourd'hui, nous on a une approche omnicanal très présente puisqu'on est sur des sites très jeunes qui ont une très forte appétence sur le mobile. Donc une des premières choses qu'on a travaillé avec Advisor quand on a commencé notre collaboration, c'était de revoir toutes les structures de notre campagne, notamment mettre en place des DSA, et puis aussi travailler toute la partie Web to Store en travaillant les campagnes Google pour réussir à identifier un CA et un ROAS pour mesurer les campagnes et l'impact des campagnes offline. D'accord, ok, intéressant. Et du coup, je laisse peut-être Valentin nous expliquer quelles sont les solutions qu'il a pu tester avec Google Ads, qu'il a pu mettre en place pour remplir les objectifs business de Courir. Oui, tout à fait. Nous, on s'est beaucoup appuyé sur les solutions Google Shopping pour aller chercher des clients en plus, aller chercher des conversions en plus. Là, on a pris un exemple de notre campagne Goal Optimize, dont on a parlé précédemment, qui est assez impressionnant parce que sur cette période juin à novembre, donc c'est à peu près le moment où on a récupéré le compte Courir, on a réussi à générer un chiffre, on a réussi à augmenter le chiffre d'affaires de 136% par rapport à l'année précédente. Donc je ne prends pas des chiffres par rapport à des comparateurs un peu bidons, c'est vraiment des chiffres solides sur une période assez longue. Et en plus de générer un chiffre d'affaires supérieur de 136%, on a conservé la même rentabilité, on l'a même augmenté légèrement. Donc typiquement, on va aller chercher beaucoup plus tout en ayant une rentabilité qui était très très forte. Donc ça, c'était le premier angle, vraiment essayer d'aller chercher des conversions en ligne de façon un peu plus forte. Et l'intérêt aussi de cette campagne, c'est la campagne Smart Shopping que Hugo vous a présenté tout à l'heure, donc qui va justement récupérer le catalogue produit shopping et le diffuser pas uniquement sur le réseau shopping, mais également sur tous les supports, notamment le display, YouTube, et va aller développer la visibilité de ce catalogue shopping. Donc à l'époque, on ne travaillait que sur le réseau de recherche avec les campagnes shopping. Aujourd'hui, on l'a étendu. C'est pour ça que le chiffre d'affaires a augmenté. Parce que les algos aujourd'hui arrivent à aller chercher des utilisateurs qualifiés, pas uniquement sur le search. Ils captent des signaux pertinents en display sur YouTube. Dès que je regarde une vidéo sur YouTube, on est capable de me pousser un flux de produits dynamiques parce qu'on sent que je suis intéressé par acheter ce produit ou ce service. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les outils ont évolué. Et Google propose des solutions qui permettent d'aller déployer et d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'on pouvait faire à l'époque uniquement avec des simples campagnes shopping. Donc ça, c'est les smart shopping et c'est pour ça que le chiffre d'affaires a autant évolué. Voilà. Et en plus de chiffres, Amélie m'en a parlé juste avant la présentation, sur le mois de novembre,
Et en mois très fort, évidemment, on est même allé jusqu'à plus de 400% d'augmentation en termes de chiffre d'affaires. C'est vraiment colossal et ça a des vrais impacts business sur la globalité de courir, pas forcément du coup sur les sites web ou sur les performances des campagnes. Ça va beaucoup plus loin et ça permet vraiment d'aller chercher des clients en plus et d'aller parler de la marque. En plus de cette notion, effectivement, on a beaucoup développé tout ce qui est omnicanal. Donc, tous les calculs qu'on a vus précédemment, on les a mis en place directement dans le compte Google Ads pour pouvoir avoir des notions sur chaque campagne en termes de rentabilité omnicanal. C'est ça la notion importante sur laquelle on essaie de travailler. En plus de ça, on a la chance d'avoir pu tester la campagne Local Campaign. Donc là, on a quelques screenshots de la façon dont ça se matérialise sur les différents réseaux. Et comme je le disais, c'est un petit peu tôt pour avoir des vrais résultats pour l'instant. Ça a été lancé il y a que quelques semaines, mais on voit que ça fait un volume qui est quand même assez important. On a eu beaucoup d'impressions et avec un positionnement assez malin sur les différents canaux. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Valentin, nous ça fait à peu près 15 jours qu'on les a mis en place. On a déjà enregistré plus de 430 000 interactions, plus de 130 000 clics et à peu près 5 000 conversions en magasin. Et ça fait que 15 jours, donc pour nous c'est très prometteur. Et alors en fait, sur la partie vente en magasin, justement, comment on estime les ventes en magasin, on a la donnée de visite que Google remonte, la donnée de visite en point de vente, et on va créer des hypothèses justement de conversion. Une personne qui sera en magasin, à quel pourcentage elle est capable de convertir. Donc c'est ce que vous a montré Valentin tout à l'heure à la fin, où il crée des hypothèses de conversion en ligne. Et donc ça, on a des campagnes justement qui utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser à la visite en point de vente. Alors qu'à l'époque on optimisait à la conversion en ligne, là on va vraiment optimiser à la visite en magasin pour pousser le réseau de points de vente. C'est ça qui est intéressant avec ces campagnes-là. Et donc c'est tout nouveau, ça fait 2 semaines qu'elles ont été lancées sur des comptes. En France c'est assez récent aussi, donc c'est une bêta, même une alpha je crois. Et si vous avez envie de l'activer, il faut en parler soit avec votre agence ou venir nous voir pour qu'on puisse essayer de l'activer sur votre compte. Donc, pour vraiment lancer ces produits, c'est assez intéressant. Et du coup, pour terminer, c'est quoi aujourd'hui ta stratégie? Parce que c'est vrai que sur 2019, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon voilà, on travaille le online, le offline. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des enjeux justement d'évangéliser un peu ces nouveaux produits auprès de la direction? Comment tu présentes ça un peu toi? Alors nous justement, tous ces nouveaux produits nous ont permis, comme ce que je disais précédemment, de mettre justement un chiffre d'affaires et un ROAS pour justement aller chercher plus de budget et créer encore plus de synergie. Nous aujourd'hui, on a vraiment une volonté de développer encore plus l'omnicanal. On a déjà des services en boutique qui fonctionnent très bien et qui sont aussi générateurs de business sur le online, puisqu'on a notamment la tablette vendeur en magasin. Donc ça fait partie de nos axes stratégiques. On a aussi la partie mobile qui est extrêmement importante aussi pour nous. On a quand même 62% des clients potentiels courir qui font des requêtes sur mobile. Aujourd'hui, nous, le mobile, ça représente 70% du trafic et pour un peu plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc vraiment, c'est un axe stratégique pour nous d'aller continuer à développer notre approche stratégique mobile et puis aussi de connaître encore mieux nos clients pour aller adapter leur parcours d'achat et les personnaliser en fonction de ce qu'ils vont venir chercher sur le site. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin et on est dispo si vous avez des questions, on reste là. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.